Généralement, on fait débuter l'histoire du transport, paradoxalement, au XIXe siècle, avec bien sûr l'arrivée du chemin de fer, qui a révolutionné la façon de voyager, qui a fait exploser la vitesse, qui a fait voir de nouvelles régions à des gens qui ne voyageaient pas ou peu. Donc c'est une façon de voir l'histoire. Mais pour comprendre cette évolution rapide, il faut peut-être se reporter avant cette arrivée du chemin de fer, dans la mesure où peut-être l'on oublie que l'histoire des transports date depuis l'apparition de l'homme sur Terre, c'est-à-dire que c'est un bipède qui marche. Donc le transport a fait partie intégrante de la vie des populations, quelles qu'elles soient. Alors pendant des milliers d'années, c'est vrai que le transport se limitait à l'utilisation de ses jambes ou de chevaux ou d'animaux qui tractaient des convois. Et bien sûr que la vitesse n'était pas élevée, elle allait de 3, 4, 5 km à l'heure à un maximum de 10 km à l'heure. Mais il faut bien imaginer pour les gens, ceux qui voyageaient, 10 km à l'heure, c'est aller très vite. Donc il y a une perception de la vitesse qui est complètement différente de celle que nous avons quand nous regardons en arrière. Alors pendant à peu près 1000 ans, il y a une évolution de la vitesse du transport. On passe de 5 à 10 à 15. Et on arrive au moment où le chemin de fer apparaît, on va du 20 km à l'heure, et même du 25 km à l'heure. Et il y a des évolutions techniques qui permettent à des attelages d'aller beaucoup plus rapidement. En 1750 à peu près, Paris-Bordeaux, c'est 14 jours. Hein. En 1800, c'est 7 jours. Donc on a réussi à diminuer le temps de transport de la moitié. Donc lorsque le chemin de fer arrive, c'est dans cette dynamique-là d'une perception, d'une contraction de l'espace et du temps, encore modérée, mais on est dans une dynamique qui fait qu'on peut aller plus vite. Donc les individus, les acteurs économiques, politiques, sociaux ressentent le besoin finalement de comprendre que la vitesse peut apporter quelque chose. Alors bien sûr, quand le chemin de fer arrive au travers de différents dispositifs techniques qui sont mis au point, on est pris dans cette dynamique et il n'y a pas peut-être de surprise. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout d'un coup, une innovation voilà, qui vient révolutionner les choses. Bien sûr que le train révolutionne parce qu'on passe de 20 km à l'heure à 40, à 80, à 120, etc. Aujourd'hui, un TGV va du 500 km à l'heure. Donc il y a une accélération à partir de l'arrivée du chemin de fer qui est évidente, mais qui s'inscrit dans une continuité, hein, qui date du Moyen Âge et même avant. L'Empire romain s'est créé sur la base des transports. C'était les transports navals, des bateaux qui étaient quand même extrêmement techniquement très au point. Donc il faut remettre l'histoire des transports dans une évolution longue pour comprendre pourquoi le chemin de fer a été perçu comme étant quelque chose qui a fait exploser la Terre. C'est vrai, c'est une discontinuité parce que c'est des techniques nouvelles, mais c'est une continuité parce que le transport s'inscrit dans la continuité. Donc le chemin de fer a créé des besoins. Dès lors qu'en allant plus vite et en améliorant les dispositifs techniques, on comprend qu'il peut apporter quelque chose de nouveau au niveau économique, bien sûr, transport de voyageurs, transport de marchandises, c'est évident, mais aussi au niveau politique, les chemins de fer ont créé des nations. C'était le ferment de la création, par exemple, de la Suisse ou de la France. Ça a permis à des unités politiques d'être unifiées. Le chemin de fer permettait d'être partout en quelques heures. Mais c'est aussi, bien sûr, une révolution sociale, parce que ça a permis une utilisation du chemin de fer pour lequel on n'avait pas pensé au début. C'est le loisir, c'est de voyager pour son enchantement, voilà, pour son contentement, d'aller voir des contrées inconnues, des régions dont on avait entendu parler mais qu'on n'avait jamais vues. Et le tourisme naît avec le chemin de fer, même s'il préexiste. En tout cas, le chemin de fer a permis d'aller un peu plus vite et de permettre à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens financiers de voir, de connaître l'inconnu, de rencontrer des autres. Et c'était un ferment, on peut dire, d'une construction d'un continent qui était l'Europe et qu'il faut replacer déjà à ce moment-là, parce que voyager, bien sûr, on arrive à une frontière et
on sait qu'il y a un autre pays après la frontière, donc il faut franchir cette frontière. Et petit à petit, on arrive à la construction d'un réseau européen qui permet à des gens du nord, du sud, d'est, de l'ouest, eh bien, de se rencontrer, d'échanger, de négocier et de parler ensemble. Donc ça a été, de ce point de vue-là, bien sûr, une révolution. Mais au niveau des transports, le chemin de fer peut-être ne fait qu'accélérer les choses sans créer de nouvelles disponibilités ou de nouvelles offres. Les facteurs peuvent être divers, c'est-à-dire qu'il y a une offre, on comprend qu'un dispositif technique peut apporter des choses. Mais bien sûr qu'il faut aussi voir la demande ou le besoin. Qu'est-ce qui fait naître chez les gens d'aller plus vite? Alors, ces facteurs sont multiples et il peut y avoir un besoin de transport. Dès lors qu'on sent qu'avec un transport, on peut apporter, on peut créer de nouveaux marchés, on peut transporter des gens, on peut créer des affaires. Donc voilà, c'est toute une convergence de facteurs qui sont peut-être multiples à des niveaux différents, mais qui expliquent pourquoi le chemin de fer a connu un succès important. Mais il faut remettre ça dans des contextes particuliers. Vous avez un exemple assez incroyable, qui est l'exemple de la construction des chemins de fer africains. Notamment, je crois, au Sénégal, vous avez la construction d'un chemin de fer dans les années 1880 qui allait du centre du pays vers la mer. C'est-à-dire que les promoteurs européens ont pensé que là, on allait créer un chemin de fer qui allait être utilisé non seulement par les Occidentaux qui habitaient, mais aussi par les populations locales. Ça faciliterait leur transport, ça faciliterait les voyages. Eh bien non, hein, le chemin de fer a été créé, il était utilisé, mais on voyait que finalement le portage habituel des populations locales subsistait. Les gens transportaient leurs marchandises à pied en parallèle du chemin de fer. Donc il y a tout un aspect culturel et aussi symbolique qui doit être remis en place dès lors que le chemin de fer n'a pas détruit ce qui existait. Le chemin de fer s'est peut-être surajouté, mais dans certaines régions, le chemin de fer n'a pas été utilisé à sa pleine efficience parce qu'on voyait qu'il ne servait à rien et que finalement on pouvait très bien vivre sans utiliser ces transports. Donc l'aspect culturel est tout à fait déterminant. Il ne faut peut-être pas voir l'accélération, l'émergence rapide des transports en Europe comme étant un modèle qui était appliqué partout. On a peut-être des fois imposé ce modèle, mais qui était rejeté par les populations locales parce qu'elles ne voyaient aucun intérêt à l'utiliser. C'était une immersion d'un monde extérieur dans leur propre contexte, dans leur propre vie, dans leur propre existence, ce qui fait que le chemin de fer ou l'innovation a été refusé. Donc il faut peut-être toujours remettre ces améliorations, ces innovations, ces révolutions dans un contexte bien précis qui était quand même un contexte occidental, qui était repris aux États-Unis, qui a été repris en Amérique du Sud, qui a bien sûr été repris partout, mais dont la réception et la perception étaient différentes selon les populations. Il y a de la part de l'Occident et de l'Europe, bien sûr, la volonté de dominer. Domination qui commence à peu près avec Christophe Colomb, hein, qui a utilisé un moyen de transport, c'est caravelles. Et c'était à l'époque quelque chose d'extraordinaire. Donc l'impression ou la conviction que le monde occidental, européen, a la bonne réponse à toutes les questions que l'on se pose dans l'humanité a été le ferment qui a permis à cet Occident de se répandre, d'envahir, de conquérir, de maîtriser, de dominer. Et le transport a été un élément bien sûr capital là-dedans, parce que sans transport, on ne voyage pas, donc on reste chez soi. Et le chemin de fer a permis cette avancée, mais il faut mettre le chemin de fer avec d'autres innovations, le télégraphe notamment, et puis toutes les innovations qui touchent la navigation. Donc il y a une convergence de moyens de transport qui permet à l'Occident de se développer et de répandre la bonne parole comme il en était convaincu. Et bien sûr que maintenant, ces visions sont fortement critiquées, à raison, mais peut-être qu'on avait l'impression qu'avec le transport et avec tout ce qu'on avait, on pouvait apporter aux autres populations, on avait l'impression qu'on faisait le bien.
et que c'était en participant à cette conquête que finalement le monde allait être mieux scientifiquement, médicalement, on allait trouver des réponses à toutes les maladies, etc., etc. Alors là, il y a un paradoxe, parce que la Suisse n'a pas été très précoce dans la construction de chemin de fer. Au contraire, elle était très en retard. Hein, les premiers réseaux européens, en France, 1830, en Angleterre aussi, en Allemagne, 1840, et la Suisse, c'est 1860. Donc il faut attendre 20 ans, à peu près. Il y a bien un petit bout de chemin de fer entre Zurich et Baden, mais c'est pas grand-chose. Donc il faut attendre 20 ans pour qu'il y ait la prise de conscience, en tout cas la volonté et les moyens de construire un réseau de chemin de fer en Suisse. Alors qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui explique ce retard? Il y a plusieurs raisons. C'est d'abord la topographie. La Suisse n'est pas simple au niveau géographique. Il y a une raison qui tient aux ressources, aux matières premières. La Suisse n'a pas de charbon. Donc pour construire un chemin de fer, au moment où c'est la vapeur qui domine, il faut importer du charbon, qui n'est pas simple et qui est cher. Le troisième élément, c'est politique. Bien sûr que la Suisse n'est pas un État unitaire, c'est une confédération, donc chaque canton avait ses législations propres, donc ça a encore complexifié le problème. Et le quatrième facteur qui a empêché la Suisse d'entrer rapidement dans l'ère du rail, c'est l'absence de grandes villes. En France, vous avez Paris, vous avez Marseille, vous avez Lyon, Bordeaux, donc ce sont des liens importants parce que tout de suite on voulait les unir. L'Angleterre, c'est la même chose avec Londres, Manchester, Liverpool. Donc le réseau peut-être se comprenait plus rapidement dès lors qu'on avait des centres urbains très importants. Ce n'est pas le cas en Suisse. Donc à partir de 1860, là, les prises de conscience sont évidentes de dire qu'il faut casser ces obstacles, en tout cas les franchir, pour que la Suisse dispose d'un réseau qui fonctionne, qui soit efficace et qui soit en plus connecté au réseau européen qui se construisait au même moment. Donc il a fallu discuter, il a fallu négocier à la Suisse longtemps, c'est difficile, un consensus est quand même arrivé en 1852 où on décide que une loi des chemins de fer qui décide que le réseau sera construit par les privés. Donc on a laissé au privé, en gros, la construction des chemins de fer. Mais ça veut dire que les privés construisaient selon leur propre intérêt. Alors il y avait les cantons, il y avait les privés, donc on peut imaginer l'anarchie qui régnait. Il y avait un bout de rail qui était construit là, un autre ici, sans forcément qu'il y ait une conception unitaire du réseau, comme cela a été le cas en partie en France. Mais on peut dire que dès le moment que le réseau suisse se construit, à partir de 1860, la Suisse va rapidement combler le retard. Et en 1880, c'est vrai, elle a un réseau extrêmement efficace. Donc en l'espace de 20 ans, elle va rattraper, elle va multiplier les initiatives, les actions pour construire son réseau, pour permettre aux Suisses de pouvoir circuler, permettre aux marchandises suisses de circuler et aussi d'être exportées. Et là intervient un élément qui est très important pour comprendre la construction du réseau européen et la place de la Suisse dans l'Europe. Maintenant, c'est vrai qu'on voit une réticence, la Fondation Jean Monnet en sait quelque chose, des Suisses à entrer dans le train européen pour de multiples raisons. Au XIXe siècle, c'est le contraire. Je dirais que c'est la Suisse, à partir de 1870-1880, qui mène le train européen. Pourquoi? Parce que c'est un petit pays, parce qu'elle est au centre de l'Europe, et parce que, troisièmement, elle sent que sans connexion avec les autres pays d'Europe, elle n'arrivera pas à se développer. D'où les grandes initiatives qu'elle va prendre sur le plan européen. C'est la Suisse qui prend l'initiative de créer ou d'imaginer un réseau ferroviaire européen, un chemin de fer européen, en essayant de résoudre toutes les difficultés qui étaient amenées par les différents États qui avaient leur propre législation de pouvoir circuler à peu près librement, sans contrainte, sur tous les réseaux européens. Elle va prendre une grande initiative, c'est l'initiative de Berne, qui va aboutir à une convention qui va être signée en 1890, qui est vraiment la première législation supranationale auquel toutes les nations à peu près européennes ont adhéré. Plus tard, il y aura les États-Unis et le Canada. Mais en 1890, on voit un groupe de pays européens qui s'unissent et qui tentent de créer
ce qui serait un réseau ferroviaire européen où il n'y aurait plus de rupture de charge, c'est-à-dire que si un constructeur suisse veut envoyer ses machines de Lausanne à Saint-Pétersbourg, il n'y aurait pas à chaque frontière l'obligation de changer de wagon, de faire des démarches administratives pour permettre à ce wagon de poursuivre son voyage. Non, il pouvait le faire sans problème. Donc c'est une grande œuvre et on oublie un petit peu que la Suisse là a été un véritable moteur européen qui se retrouve dans d'autres domaines, le domaine de la télégraphie, hein, elle se positionne de la même façon, le domaine des postes. Donc la Suisse comprend que si elle veut exister dans l'Europe qui se construit, parmi des nations qui sont extrêmement quand même conscientes de leurs valeurs et de leur puissance, on est dans le siècle des nationalismes, il faut qu'elle arrive à faire comprendre à ses voisins, à ses voisines, qu'on peut vivre sur un grand espace sans forcément lâcher ou sans forcément gommer des convictions patriotiques ou nationalistes. C'est vrai qu'on avait compris que le chemin de fer apportait beaucoup. Donc, lorsque les premières voitures apparaissent, au fin du 19e siècle, début du 20e, la voiture va se heurter au même problème auquel avait été confronté le chemin de fer, c'est-à-dire des cantons et qui avaient leur propre législation et qui étaient très jalouses de leur autonomie. Et sur le domaine routier, elles n'ont pas été particulièrement actives. Elles ont tenu à garder leurs propres prérogatives, d'où des législations différentes de canton à canton. Donc on se retrouvait exactement 60 ans auparavant avec le chemin de fer. Donc il a fallu alors arriver au même résultat qu'auparavant, au travers de négociations, d'arbitrages, qui ont quand même réussi plus ou moins bien, c'est vrai, à créer un réseau routier suisse. On oublie qu'en 1924, une initiative est lancée par les hôteliers du canton des Grisons qui voulaient absolument ouvrir le réseau routier grisonnais à la Suisse. Et on voit un mouvement paysan extrêmement fort qui va s'opposer. Donc pendant quelques années, il était impossible d'entrer avec une voiture dans le canton des Grisons. Donc c'est vous dire qu'il y avait vraiment un problème aussi d'identité. Et on n'a pas peut-être compris que le chemin de fer qui s'était heurté à tellement de difficultés avait trouvé des solutions qui nécessitaient la négociation. Avec l'arrivée de l'automobile, on a eu beaucoup plus de peine à franchir ce pas en disant mais peut-être c'est une intrusion dans notre vie, la voiture c'est la poussière, la voiture c'est le bruit, la voiture c'est les riches bourgeois, les riches aristocratiques qui viennent nous regarder de très haut. Donc c'est vrai que la voiture a mis un peu plus de peine, mais elle n'a pas mis plus de peine que le chemin de fer 60 ans ou 70 ans auparavant. Et les législations routières ont été durement acquises. Et là, il y a une opposition de population locale qui voit tous les désavantages et qui ne voit aucun bénéfice dans la démocratisation de la voiture qui se fera alors surtout après la Deuxième Guerre mondiale où là, bien sûr que le trafic routier va exploser. Alors certainement qu'il y a un mythe du chemin de fer. Certainement qu'il y a un mythe du chemin de fer qui est créé notamment par la construction des tunnels et du Gothard, où la Suisse a fait montre d'une expertise certaine au niveau technique, au niveau pas biologique, mais au niveau de la façon dont on peut comprendre le percement d'un tunnel. Et le tunnel du Gothard, bien sûr que chez les Suisses, ça reste quelque chose d'ancré, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un tunnel, il fait noir et rien à voir, mais la capacité de la Suisse de croire, mais peut-être à raison, qu'elle est au centre de l'Europe et qu'elle peut amener des solutions nouvelles aux problèmes de durabilité auxquels l'Europe tout entière est confrontée aujourd'hui, c'est une conviction qui est partagée par non seulement la classe politique, mais aussi par l'opinion publique. Et là, il y a matière à réfléchir et il y a matière à montrer que la Suisse, même si elle est hors de l'Europe au niveau politique, elle fait partie d'un ensemble économique, technique, social indiscutable.
Et l'inauguration du dernier tunnel du Gothard en juin dernier a montré quand même que peut-être la Suisse, de ce point de vue-là, avait une longueur d'avance, puisque ce tunnel du Gothard permet le transport de poids lourds, le transport de marchandises, qui diminue considérablement les effets sur l'environnement. Le problème qui se pose, c'est en Allemagne et en Italie, où là encore les infrastructures ne sont pas installées, ne sont pas appliquées, de telle sorte que l'impact du Gothard aujourd'hui est encore moindre. En tout cas, il est beaucoup moins important que ce qu'il pourrait être si, c'est vrai, il y avait une volonté européenne, en Allemagne, en tout cas en Italie, de mettre des investissements, bien sûr de l'argent, pour améliorer les infrastructures. Donc ce mythe, bien sûr, a créé quand même des résultats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement croire que c'est un rêve ou une réalité qui est créée par la Suisse, de croire qu'elle fait des choses qui ne servent à rien. Non, sur le plan comptable et sur le plan environnemental, c'est vrai que ces initiatives sont des initiatives qui doivent montrer la direction à prendre. Mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, et c'est son grand problème, c'est qu'elle n'a pas de prise de décision, elle n'a pas d'impact sur les décisions qui sont prises en Allemagne, en Italie, à Bruxelles ou encore ailleurs. Et c'est un paradoxe, là encore. Ce qu'elle avait réussi au XIXe siècle, c'est-à-dire de provoquer ces réunions qui aboutissent à la Convention de Berne et à d'autres conventions, en essayant de créer un espace ferroviaire européen, elle se retrouve aujourd'hui dans le même cas de figure, mais avec l'impossibilité d'amener l'Europe à prendre des décisions qui vont dans le même sens. Je ne veux pas dire que l'Europe ne va pas les prendre, mais en tout cas, le pouvoir de décision et l'impact de la Suisse est moindre qu'au XIXe siècle, où là, bien sûr qu'elle avait affaire à des États qui étaient indépendants, donc il y avait des échanges bilatéraux qui pouvaient se faire, et qui ne se font plus aujourd'hui, où il y a une volonté politique de l'Europe qui veut faire cela. Et si ça ne va pas dans le sens de la Suisse, ben, tant pis pour la Suisse, on ne va pas s'en plaindre, ou les Suisses s'en plaindront. Donc le paradoxe est là, c'est comment amener maintenant l'Europe à entrer dans ce jeu-là que la Suisse a montré. Mais je ne désespère pas que les décideurs européens vont prendre les mesures pour effectivement donner au Gothard tout le potentiel qu'il a en termes de diminution d'impact des transports sur l'environnement. Parce que le Gothard, c'est une question de durabilité. Enfin, les Européens ne sont pas plus bêtes que les Suisses, simplement il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, des aspects politiques aussi, des aspects financiers qui ne sont pas simples à résoudre, mais tout en sachant que les aspects techniques, eux, sont résolus, en tout cas on a les réponses. Elle est essentielle, cette convergence. Elle est essentielle. Mais il y a des volontés politiques qui existent, mais bon, les résultats sont. Le processus qui aboutissent à ces décisions est compliqué parce que l'Europe, c'est 27 États maintenant, donc ça fait beaucoup. Hein, l'Angleterre étant sortie, ça fait quand même beaucoup. Donc il faut. Finalement, est-ce que les Lituaniens voilà, est-ce qu'ils voient dans le Gothard quelque chose qui leur apporte? Le Gothard, ça reste quand même un axe nord-sud et sud-nord. Il faut penser aussi à l'axe est-ouest, hein, qui peut-être ramènerait peut-être plus facilement les États d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, à entrer dans ce jeu-là. Est-ce qu'il faut penser à des cols qui franchiraient les Alpes sur le versant autrichien, sur le versant suisse, etc., qui ramèneraient un flux est-ouest qui participerait à cette volonté de sortir des pièges dans lesquels nous nous trouvons au niveau environnemental. Donc c'est un problème qui est complexe, qui est devenu très complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui participent, et les flux sont énormes, hein, donc il faut gérer quand même des millions de tonnes de marchandises qui traversent l'Europe dans tous les sens. Mais je dirais, quand on voit ce qui se passe avec la route de la soie, avec ce qu'a fait la Chine, notamment en établissant un nouveau parcours ferroviaire qui va de Pékin à Londres. Et le premier train est parti. Donc la route de la soie, c'est des milliers de kilomètres et ça franchit des régions qui sont très hostiles au niveau géographique, au niveau topographique, même au niveau politique. C'est pas simple. Les Chinois ont réussi quand même à faire
à remplir ce défi, à l'affronter, à imposer peut-être un nouvel axe de transport qui va devenir peut-être très important. Je ne vois pas pourquoi l'Europe, quand même, n'arriverait pas, alors qu'elle a tous les moyens à disposition pour l'amener. Mais en tout cas, là, la Suisse a montré peut-être une direction. Alors, on a beaucoup fêté, bien sûr, avec les flonflons, les drapeaux, les cloches, etc., tout ce qu'on pouvait sortir, cette inauguration du tunnel du Gothard, mais je pense que ça méritait d'être fait parce que là, nous avons une initiative qui va peut-être dans le sens qui semble, où semble converger tous les espoirs, c'est-à-dire de limiter l'impact des transports sur l'environnement. Bien sûr, le seul acteur maintenant qui paraît un peu hors, comment je dirais, qui va à contresens de ce qui est décidé, c'est M. Trump, qui peut-être a une vision qui est complètement différente, mais qui risque peut-être de ralentir encore ces convergences. Ce type de véhicule qui va s'imposer est bien sûr qui a traversé le XXe siècle avec le succès que l'on sait, mais aussi avec les conséquences que l'on sait. Donc aujourd'hui, la question se repose, c'est-à-dire est-ce que la voiture électrique est aussi efficace, fiable qu'une voiture à essence dont on sait que les coûts vont augmenter du fait que voilà, les réserves de pétrole vont diminuer. Donc la question qui se pose aujourd'hui était celle qui était posée il y a plus de 100 ans en Europe et aux États-Unis. Je crois qu'on a quand même maintenant des dispositifs techniques qui permettent de montrer que les batteries sont de plus en plus efficientes, efficaces, qu'elles sont au niveau des impacts environnementaux très convenables. Je ne veux pas dire qu'elles sont neutres et qu'elles n'influent pas l'environnement, non, mais on est dans une situation, dans une position où la voiture électrique peut s'imposer comme la solution permettant, bien sûr, d'éliminer les problèmes auxquels on se heurte. Bien sûr, à cela s'ajoute alors une autre grande innovation qui a complètement explosé nos vies durant ces 20 dernières années, c'est tout ce qui a trait à l'électronique. On parle de voitures intelligentes, on parle de routes intelligentes qui te permettraient de réguler le trafic, qui permettraient aussi de diminuer les impacts environnementaux par une gestion de la vitesse qui serait beaucoup plus appropriée que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, nous sommes à un tournant et je pense que peut-être dans 20 ans, nous ne conduirons plus notre voiture. En tout cas, nous serons à même d'avoir une autre vision de l'automobile que l'on a aujourd'hui. Bien sûr que nous, on a encore une vision de l'automobile comme une espèce de véhicule qui permet de montrer notre ego, nous sommes individualisés, nous faisons ce que nous voulons, l'autre voiture est un ennemi, enfin bref, tout ce qui a été très bien étudié par beaucoup d'études en psychologie notamment, mais peut-être que ce tournant que nous prenons aujourd'hui, on n'imagine pas les conséquences que cela aura sur nos vies, sur nos existences. Alors ce sera des voitures électriques, mais peut-être avec d'autres énergies, l'hydrogène par exemple. Donc là, on est peut-être un point tournant qui, historiquement, fera date, mais en tout cas, je suis persuadé, mais c'est ma conviction personnelle, elle n'engage que moi, que dans 20 ans, nous aurons un spectacle complètement différent de ce que nous pouvons voir aujourd'hui avec la voiture, parce que les problèmes sont devenus tels que soit on coule et on se détruit soi-même, soit on décide d'entrer dans une ère qui sera celle visiblement que nous prenons et que nos ingénieurs, ici à l'EPFL ou ailleurs, sont en train d'étudier. Donc, nous vivons une époque fascinante, et il y a beaucoup de questions qui se posent, mais au niveau des transports, il est indéniable que le spectacle va complètement changer à tout point de vue, au niveau des chemins de fer, au niveau des avions et au niveau de la mobilité qui est utilisée notamment quotidiennement par les personnes survoiturées. Moi, je crois qu'on peut imaginer quelque chose de totalement différent de ce que nous avons vécu. Je crois qu'il y a des pages à tourner. Alors, je suis historien, bien sûr, je vois l'histoire, mais je peux me rendre compte qu'il y a eu ces moments-là dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'est faite que de discontinuité.
c'est pas vrai, je crois pas. Il y a des événements, bien sûr, qui changent les choses, mais ces discontinuités, s'inscrivent dans une continuité. La discontinuité, elle est malléable, c'est-à-dire qu'elle, quand même, elle s'inscrit dans des contextes qui durent. On ne change pas des mentalités, des visions, des croyances ben voilà, simplement en claquant des doigts. Non. Mais cela étant, ce qui nous attend sera historiquement complètement différent de ce que nous avons vécu. Peut-être que les pressions démographiques feront et induiront que nos autonomies personnelles seront peut-être amoindries, il y aura peut-être une plus grande conscience de l'autre, du fait que nous vivons en société, collectivement, et peut-être que là, la Chine doit nous donner, peut nous donner des leçons de savoir comment est-ce qu'on s'inscrit et on voit une foule et on voit le collectif. Nous avons quand même une vision très individualisée des choses, mais peut-être que justement ces nouveaux transports et ces nouveaux modes de transport, ces nouvelles énergies nous permettront peut-être d'être en mesure de mieux évaluer l'apport du collectif, mais tout bien sûr en donnant à l'individu toujours sa place, mais peut-être une meilleure perception du collectif. Mais je pense que ce spectacle, cette vision que l'on a aujourd'hui d'une Europe qui est quand même un peu anarchique à tout point de vue, quand on pense ce qui se passe à Barcelone ou à Paris, où, enfin, on ne veut plus voir du tourisme développé, peut-être que ces visions-là, elles pourront être résolues grâce peut-être à une gestion des flux, une gestion des trafics personnels, voyageurs et marchandises, qui s'inscrira dans une meilleure maîtrise des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans le monde d'Orwell où tout sera contrôlé, et on va vivre complètement sous le regard, l'œil omniprésent du Big Brother. Non, ce ne sera pas ça, mais on pourra intégrer quand même des flux collectifs dans une gestion individuelle qui sera toujours celle auquel on aspire. C'est-à-dire que l'individu existe et on a chacun nos croyances, nos envies, nos aspirations, nos rêves, et il faut le respecter. Donc ce n'est pas une société totalitaire, enfin j'espère pas, qui nous est promise, mais une société où peut-être l'anarchie qui existe aujourd'hui sera peut-être atténuée et où les impacts environnementaux seront en tout cas fortement réduits.